Sophie Deschamps, bonjour. Bonjour. Ravie de vous recevoir pour les rencontres de la Ruche Média. Vous êtes auteur de théâtre et scénariste, mais aussi présidente de la SACD, nouvellement réélue depuis juin 2015. Et on vous reçoit aujourd'hui pour connaître les combats de la SACD, surtout les vôtres. Donc la première question, c'est qu'est-ce que déjà la SACD et quels sont les objectifs et les enjeux de cette année ? Donc la SACD est une société d'auteurs, de l'audiovisuel et du spectacle vivant. Ça va théâtre, danse, cirque, art de la rue, radio, télévision, cinéma. Donc ça représente tout le monde. Et c'est une société qui à la fois s'occupe de perception et de répartition de droits d'auteur, mais aussi et surtout de la défense du droit d'auteur. Et la défense du droit d'auteur, en ce moment, c'est particulièrement compliqué avec l'Europe. Et avec le dénommé Juncker qui nous préside, qui est évidemment il est luxembourgeois, donc il est plutôt très très libéral. Et chaque fois qu'il y a eu un libéral, il y a une attaque des États-Unis insidieuse pour récupérer tout le marché et l'espèce de petits Gaulois qui résistent, où l'Europe, ça les agace, ils aimeraient bien avoir tout le marché. Et donc c'est très important, par exemple, de vraiment monter à l'Europe pour exprimer ce que c'est que la diversité culturelle, ce que c'est que les langues européennes, parce qu'il ne faut pas seulement tourner en anglais, parce que ce serait une catastrophe pour les civilisations européennes. Il ne faut pas que on fasse une Europe qui soit une Europe que culturellement, que j'appelle celle du blougi-blouga international, mais une Europe où chaque nation a le droit de s'exprimer et fait circuler sa culture. D'ailleurs, on voit très bien dans les séries qui marchent très bien européennes, genre Borgen, genre ces séries-là, elles sont extrêmement nationales. Oui. C'est pas Versailles tourné en anglais, pas du tout. On voit bien que plus les séries sont nationales, plus elles marchent. Oui, et plus elles se vendent. Tout à fait. Donc, c'est cette défense-là qu'il faut vraiment faire. Et parce que je pense que la création, c'est vraiment le cœur de la diversité européenne. Justement, en parlant de diversité, et de minorités. On va parler d'un sujet qui vous tient à cœur, qui sont les femmes. Donc il y a pour la 4e année la brochure qui paraît le 15 septembre, qui s'appelle « Où sont les femmes ?» Et ça fait donc 4 ans que vous combattez l'idée que peut-être la femme n'aurait pas de talent et c'est pour ça qu'elle n'existe pas dans le monde du spectacle. Et vous avez dit quelque chose d'assez drôle, mais finalement un peu navrant, que sa place serait celle du strapontin. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration depuis 4 ans et depuis ce combat Ce que vous dites est d'ailleurs très symptomatique. Vous avez parlé d'une minorité. Or, les femmes sont une majorité. Voilà. Mais dans la culture, qu'on croit un milieu très ouvert et sans machisme et tout ça, c'est peut-être l'endroit où se niche le pire des machismes. On le voit bien au niveau de l'État. Là, je parle au niveau de l'État. On voit bien que quand on a commencé à faire cette étude, il y avait 86% de direction masculine dans les établissements publics subventionnés, dans le spectacle vivant. Résultat, 15% d'œuvres de femmes créées, qu'elles soient auteurs ou metteurs en scène. Et donc, on a signalé ça en faisant des chiffres très détaillés, que je ne vais pas vous détailler ici. Oui. On a détaillé ça au ministère de la Culture. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. C'est-à-dire que ça a un petit peu augmenté d'un côté. Oui. Si ça baisse dans des nominations de direction, mettons dans les gros théâtres qu'on appelle les CDN, ça a baissé dans les centres chorégraphiques, qui sont passés de 46% de direction féminine à, je crois que c'est 8 cette année. Donc l'amélioration. Par exemple, là où c'est grave pour les réalisatrices, qui arrivent à travailler à 17%, ce qui est quand même... Je veux dire, à un moment donné, c'est pas la peine que les grandes écoles, genre la FEMIS et tout ça, soient paritaires. Il faut faire un choix. Soit on dit, on enlève les filles des écoles, puisque de toute façon, on va les empêcher de faire carrière. Les écoles d'État, après, dans les établissements d'État, dans tout ce qui est subventionné, dans la télévision publique, dans tout ce qui touche de l'argent de l'État pour travailler, si les femmes ne peuvent pas avoir accès à une carrière, c'est inutile. Je veux dire, quelque chose qui ne marche pas. Et alors, c'est une boutade de dire qu'il faut fermer les écoles. Il faut continuer de former les gens, et les former bien, mais ouvrir les carrières. Alors, par exemple, les compositrices qui sortent vraiment d'écoles très longues et très difficiles, elles travaillent, elles ont des commandes à 4%. Les chefs d'orchestre... 3%, j'ai lu. Là, non, 1% cette année. 1%. Ah mais oui, donc ça ne va pas en s'améliorant. Donc cette année, pour la première fois, on demande des objectifs chiffrés. C'est-à-dire qu'on demande à l'État d'exiger une augmentation dans les chiffres de représentation, de diffusion dans tous les domaines, que ce soit audiovisuel ou spectacle vivant, une progression de 5% par an pendant 3 ans. C'est pas beaucoup, ça n'arrivera pas à la parité.
Donc, il ne faut pas que les garçons s'inquiètent parce que pour les chefs d'orchestre, elles passeront à 16%. Ce n'est pas énorme. Oui, c'est pas énorme. Mais si on ne demande pas une progression obligatoire, Il ne se passera rien. la génération après la mienne ne verra aucune amélioration. On ne peut pas continuer à faire quelque chose d'aussi absurde. En plus, on voit bien qu'il y a une facilité parmi les femmes à non seulement à partager, c'est-à-dire que, vous voyez bien, le gouvernement qui a été paritaire, qui est paritaire pour l'instant, eh bien, c'est parmi les femmes qu'il y a la diversité à laquelle on tient tellement. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les femmes puissent faire carrière. Ça va faire monter non seulement le point de vue des femmes, puisque sinon vous avez un pays qui a dans toute la culture un point de vue masculin, comme au XIXe siècle. On n'est pas sorti de là. On n'est absolument pas sorti de là. Et le point de vue des femmes, il faut le faire monter à parité. Mais pour arriver à la parité, il faut déjà qu'on sorte du seuil d'invisibilité. Et le seuil d'invisibilité, c'est 30%. Or, tous les chiffres qu'on a sont en dessous de 30%. D'accord. Et c'est pour ça que vous-même, vous parlez de minorité, parce qu'en dessous de ce chiffre On de est 30% d'emploi général, comme une- on est invisible. Voilà. Alors, il y a un grand établissement d'État, en tout cas, il y a une femme qui est visible aujourd'hui, qui est Delphine Ernotte, la nouvelle patronne de France Télévisions. Elle vient de nommer à la tête de France 2 et France 5 deux hommes, mais bon, Vincent Mellet et Michel Field, qui ont tous les deux promis d'augmenter le volume de fiction. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes au cœur justement de ce sujet, la fiction française, la responsabilité du groupe public par rapport à ça. Le groupe public, c'est 60% c'est 60% de la production. Donc il faut absolument... Et il faut augmenter le volume pour augmenter les différentes cases. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a de la télévision en prime time. Il n'y a quasiment plus de télévision en fin de journée, par exemple, et il n'y en a plus du tout de manière tardive, où on pouvait faire des choses un petit peu plus osées. Et puis la télévision sous l'égide précédente est devenue une télévision de polar et de suspense. C'est d'ailleurs pour ça que les femmes ont été éradiquées, parce qu'on a dit que les femmes étaient incapables de tourner du polar. Enfin bon, bref. Mais ce qu'il faut, c'est que l'État soit très responsable de ça. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, on ne peut pas dire on n'augmente pas la redevance et surtout on n'étend pas la redevance aux objets connectés, puisque la télévision, ça n'est pas l'objet télévision, c'est pas vrai. Tout le monde regarde la télévision sur d'autres instruments que la télévision, c'est fini là. Fini, Bon. terminé. 19e siècle, là, pour le coup. Là, on est au 19e, donc on reste à la création de la télévision avec le tube cathodique et la redevance basée sur des instruments sur lesquels on ne regarde plus finalement les œuvres, on les regarde beaucoup sur les tablettes, les ordinateurs, même maintenant les gros téléphones portables. Exactement. Et il faut étendre l'assiette de la redevance. C'est pas forcément, c'est l'augmenter bien sûr, mais c'est très impopulaire. Oui. Mais de dire ah non, on va pas taxer les jeunes. Mais enfin, je sais pas, moi j'ai plein de jeunes autour de moi, ils sont pas de télé, ils regardent plein de films, plein d'œuvres et plein de télé sur leur ordinateur et leur tablette. Exactement. Donc il faut être juste, c'est-à-dire puis qu'il cohérent avec, faut être cohérent avec son époque. Son époque, exactement. Et quand ils nous parlent tous du numérique, moi, ça me fait quand même rire, parce que la première chose à faire, ça serait de dire, eh bien, la télévision numérique, il faut payer la redevance de cette télévision-là, qui n'est plus sur un tube cathodique. Alors, c'est quand même... Il y a une incohérence là. Oui, c'est-à-dire que comme c'est une réforme qui est toujours impopulaire, quand on dit il faut payer pour voir, mais il faut payer pour voir. Quand vous allez au cinéma, il faut payer sa place, on paye. Voilà. Et la redevance, quand vous divisez par jour ce que coûte la redevance, c'est quand même la moitié d'un euro par jour. Oui, bien sûr. Donc, faut pas... Plus faible d'Europe. C'est une des plus faibles d'Europe. Bien sûr. On ne peut pas avoir une télévision qui soit une des plus fortes d'Europe avec une redevance la plus faible d'Europe. Évidemment. Il faut un tout petit peu être cohérent. Oui, tout à fait. Mais ça, il faudrait être un peu pugnace pour ça et être courageux. On tient le bon bout. Alors un dernier sujet, et celui-ci vous tient particulièrement à cœur parce que vous êtes passionné de théâtre. 170 festivals se sont arrêtés récemment. Il y a un véritable danger pour la culture et justement, qu'est-ce qu'il y aurait à dire et à faire pour que ça cesse, en tout cas? Alors, au moins, Valls a arrêté le fait qu'on baissait le budget de la culture. Donc ça, c'est vraiment un bon point pour lui, pour nous tous, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Parce que la culture, il faut quand même que les musées et que le patrimoine existe. Donc ça prend énormément d'argent. Donc quand on dit culture, il y a le patrimoine et il y a aussi la création. Tout ça est mélangé dans le même sac. Et puis on demande aux collectivités territoriales maintenant de payer énormément de choses. Et donc ces collectivités territoriales ont fait de la culture la variable d'ajustement.
Ce qui est une erreur, mais historique, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a des villes qui vont continuer à construire des ronds-points qui servent à rien, qui n'apportent rien à l'âme ni au cœur, pour tourner autour comme des ânes, au lieu de mettre l'argent, comme le maire de Clermont-Ferrand le fait, sur la culture. Nous, il nous a dit à Avignon, j'arrête les ronds-points, je mets tout sur la culture. Alors certes, au niveau de l'emploi local, c'est des décisions à prendre, mais la culture crée de l'emploi aussi. Oui. On ne peut pas avoir... Et une civilisation. Et une civilisation, et il faut faire sortir les jeunes, il faut les emmener voir des spectacles, des films, des musées, il faut les sortir. Et pour ça, il faut que la culture existe. L'éducation et finalement la distraction, au sens noble, c'est quand même, les gens ne sont pas là pour métro, boulot, dodo. Ils sont là aussi pour lire, pour nourrir leur âme, pour être contents, pour être curieux et tout ça. Et on voit bien d'ailleurs l'appétence du Français pour ça. Quand on regarde où vont en vacances les Français, genre la serviette de plage où on va griller, c'est terminé. Les lieux qui marchent, les endroits où des lieux de visite, ou Avignon, ou les grands festivals, ou voilà. Ou la journée en septembre ouverte. Et par exemple, vous mettez, on a fait des études là-dessus, vous mettez 1 euro dans une ville sur un festival, ça en rapporte 2. Ça, c'est le plus petit festival. Avignon, je crois que ça rapporte 15. Vous voyez, l'investissement, il est mieux que la bourse. Oui, ça rapporte à la région en un mois 15 fois l'investissement. Parce que, évidemment, on ne va pas toucher l'hôpital, on ne va pas toucher l'éducation, on ne va pas toucher tout ça, bien sûr que non. Mais tant qu'on a un État qui ne considère pas que la culture est un élément essentiel d'une civilisation et d'un but pour gouverner, c'est un gouvernement qui ne marche pas. Tout à fait. Sophie Deschamps, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On a appris des tas de choses et on espère que les choses vont avancer et on se donne rendez-vous dans un an pour voir s'il y a une amélioration. Absolument. Merci, au revoir. Au revoir. La culture est le trésor immatériel de l'humanité. Un homme sans culture, c'est comme un zèbre sans rayures.